Conférence. Conférence. Pas de rose sans épines. Aïe! Peut-être certains ou certaines d'entre vous sont abonnés à des news magazines français du type L'Express, Le Point, Le Nouvel Observateur. Donc, si c'est le cas, ils ont peut-être remarqué un phénomène assez étonnant, c'est que vers le milieu de l'automne, novembre à peu près, ces magazines se mettent à gonfler. Ils se mettent à gonfler jusqu'à devenir obèses. Et lorsque on reçoit, par exemple, le 18 novembre dernier, la liasse en tant qu'abonné de l'Express, on trouve plusieurs choses. Alors c'était un numéro le 18 novembre dernier qui était publié une semaine après les attentats. Donc le titre c'était « Comment écraser Daesh ». Et l'hebdomadaire dans ce blister n'était pas seul. Vous aviez un supplément publi-rédactionnel. Vacances au ski, envie d'hiver, saison 2015-2016. Mais c'était pas tout. Vous aviez un deuxième supplément publi-rédactionnel de l'Express qui est ce supplément hebdomadaire appelé Style, où vous trouvez essentiellement des incitations à consommer des vêtements, des objets, etc. Mais ce n'est toujours pas tout. Ce jour-là, le journal et ses suppléments publicitaires étaient accompagnés par le catalogue intégral d'un grand magasin parisien, Le Printemps, 150 pages. Un catalogue dont le titre était « Contes de printemps à Noël », qui se marie très harmonieusement à l'actualité de ce mois de fin novembre dernier. Alors, on a une espèce de pratique au Diplo qui, en cette période, on pèse les liasses des news magazines, et celui-ci pesait 1,50 kg. 1,50 kg, c'est un record depuis l'année dernière. On a ensuite comptabilisé, au sein du seul magazine L'Express, la quantité de pages qui étaient dévolues à la publicité. Et dans ce numéro, du 18 novembre 2015, vous aviez 76 des 148 pages qui étaient occupées par de la publicité, dont plus de la moitié, soit plus de la moitié, 76 sur 148, avec un 28 pages consacrées à un dossier extrêmement important, flacon de fête, quel vin servir, quel champagne pour aller jusqu'au bout de la nuit, quel coffret de whisky offrir. Voilà, donc sur cette liasse de 1 kg et 50 grammes, vous aviez 92 grammes d'informations nettes, hors publicité. Alors, bon, après tout, c'est le droit de l'Express de servir de la publicité sertie par quelques grammes d'informations. La difficulté, c'est que ce kilo de publicité a été convoyé dans les boîtes aux lettres des abonnés grâce aux aides publiques à la presse. Il faut savoir que l'État accorde aux journaux des aides publiques, souvent massives. Dans le cas de l'Express, c'est 4,3 millions d'euros pour l'année 2014, afin notamment de réduire les tarifs postaux et que ces magazines parviennent dans les boîtes aux lettres des abonnés. Alors l'Express, Mathias l'a dit tout à l'heure, c'est ce magazine dirigé par Christophe Barbier, dont il a détaillé l'idéologie. C'est aussi un magazine qui, malgré le génie économique de son patron, a accumulé 86 millions d'euros de pertes entre 2006 et 2014. C'est un magazine, un groupe qui licencie actuellement 125 salariés, parmi lesquels des journalistes, parmi lesquels des professions qui tournent autour du journalisme. C'est aussi l'Express, un des magazines qui a été racheté par Patrick Drahi au début de l'année 2015, qui fait maintenant partie du groupe L'Express, L'Expansion, Libération, etc. Patrick Drahi qui, avec ses camarades millionnaires ou milliardaires, Serge Dassault, Xavier Niel, Bolloré, etc., François Pinault, quadrille littéralement le paysage de la presse, le paysage journalistique français. Et je crois que, il ne faudrait pas donner le sentiment de s'acharner sur Barbier ou sur l'Express, mais que néanmoins, c'est un des journaux qui représente la négation de ce que les résistants avaient imaginé au sortir de la guerre, en 1944 et 1945, concernant ce que devait devenir la presse. Francisque Gay, qui s'occupait de la presse précisément au secrétariat général du gouvernement provisoire de De Gaulle, avait expliqué, je le cite, « Il est un point sur lequel, dans la clandestinité, nous étions tous d'accord. C'est qu'on ne devait pas revoir une presse soumise à la domination de l'argent. » Fin de citation.
Bref, il me semble que l'Express est un bon exemple, et bon, encore une fois, on aurait pu en prendre d'autres, hein, du problème qu'on va soulever dans quelques instants, et pour lequel on va essayer de trouver une solution. Alors, avant d'exposer ce projet pour la presse, de réforme de l'économie de la presse, j'aimerais aborder un des problèmes auxquels on se heurte très fréquemment. Vous voyez, il y a quelques années, lorsqu'on évoquait les malheurs du journalisme, les malheurs de la presse, cela suscitait parmi l'audience une sorte d'affliction, une envie de réagir. Depuis maintenant quelques années, on entend de plus en plus souvent une réaction qui est une réplique qui est quasiment sans appel, c'est au fond bon débarras. Ces journaux sont nuls, ils désinforment, ou ils produisent une information d'une qualité dégradée, et puis on peut s'informer sur Internet. Et c'est une objection qu'on entend de plus en plus fréquemment, et en somme, à suivre cette objection, la question du contrôle des grands médias ne se poserait plus, ou plus avec la même intensité, parce que Internet a changé la donne. Et donc, il serait tout à fait vain d'imaginer une autre structure de l'économie de la presse, comme on a pu le faire au Monde diplomatique, et comme je vais vous en présenter un exemple dans un instant, parce que, après tout, allons glaner sur Internet une information qui nous convient mieux. Alors, avant de vous présenter ce projet, j'aimerais avancer 3 arguments à l'encontre de cette objection du bon débarras des médias. C'est une objection qui est à la fois sérieuse et ennuyeuse. Elle est sérieuse parce que, pour ce qui concerne la qualité globale de l'information, elle n'est pas complètement infondée. Bon. Néanmoins, c'est une objection qui est un peu dangereuse, et j'aimerais donc avancer 3 arguments. Le premier argument contre cette option du bon débarras, c'est que si nous ne changeons rien à la structure générale de l'information, la plupart des contraintes qui pèsent ou qui ont pesé sur l'information traditionnelle se retrouvent déjà ou se retrouveront à court terme en ligne. Ces contraintes, Mathias en a exposé certaines, hein, la logique d'audience, le sensationnalisme, la marchandisation, la publicité, la pression à la baisse sur le coût de production de l'information, toutes ces pesanteurs qui ont dégradé la qualité de l'information traditionnelle, à vrai dire, se retrouvent déjà à l'heure actuelle dans les sites d'information en ligne ou sur l'information en ligne. D'ailleurs, ce sont de plus en plus fréquemment les mêmes personnages, les mêmes milliardaires qui possèdent des journaux traditionnels et puis des sites d'information. Aux États-Unis, Jeffrey Bezos, qui est le fondateur de Amazon, a aussi racheté le Washington Post, un des grands journaux, un grand quotidien américain. En France, Xavier Niel possède Le Monde, Le Nouvel Observateur, Télérama et le réseau Free. Patrick Drahi, on l'a dit, possède un grand groupe de presse et puis un autre réseau de téléphonie et d'Internet. Et bon, il n'est pas besoin d'être grand clair hein, pour comprendre la stratégie qui se cache derrière, enfin qui s'exprime tout à fait ouvertement derrière ce regroupement industriel. C'est nous possédons les tuyaux, Internet, et nous voulons avoir des journalistes pour les remplir. Et ces journalistes vont écrire des articles, devenir des copistes multimédia qui déverseront ensuite leur contenu dans les différents écrans, les différents canaux que possèdent ces magnats de la presse. Alors, il y a peut-être un changement par rapport à l'état précédent du problème. Auparavant, lorsqu'un milliardaire achetait un journal, il disait « Oui, mais vous savez, moi depuis tout petit, j'ai voulu être journaliste, j'ai fait le journal de mon collège, de mon lycée, c'est magnifique, j'ai toujours été passionné par l'information. » Ça, c'est le discours de l'état antérieur. Désormais, ce genre de scrupule a totalement disparu. Patrick Drahi a expliqué sa passion de la communication et de l'information en les termes suivants, je le cite, « Je voulais devenir milliardaire quand j'étais jeune. J'étais obnubilé par le classement Forbes. » Alors Forbes, c'est une revue américaine qui classe les milliardaires par rang de fortune. Je cite toujours Patrick Drahi. « Je regardais le top 100 des premières fortunes américaines et j'avais remarqué qu'il y en avait 10 dans le câble. J'ai décidé de m'y lancer. » Voilà la genèse d'une passion pour l'information. Alors, cette concentration économique, elle existe en ligne, on l'a vu, mais on trouve aussi en ligne une autre forme de concentration qui est la concentration du pouvoir éditorial. Et là, cette forme est très différente de la concentration éditoriale analogique, de la concentration éditoriale des journaux imprimés. Pour un journal imprimé, ou pour une radio, ou pour une télévision, l'idée c'est qu'un même propriétaire possède beaucoup de médias et aboutisse à ce que Mathias a exposé,
très clairement, c'est-à-dire une homogénéité des points de vue. En ligne, la technique est complètement différente. Nous trouvons de tout sur Internet. Tous les points de vue existent. Ils sont tous représentés, tous exprimés. Simplement, la probabilité que nous avons d'accéder à telle ou telle information est extraordinairement différente. Le pouvoir de classer ce qui est important et ce qui n'y est pas, ce qui apparaît en première page et ce qui n'est pas, est confié à un algorithme chez Google. Et Google détient un quasi-monopole de la hiérarchisation de l'information dans les pays occidentaux. Hiérarchiser l'information, dire ce qui est important, ce qui ne l'est pas, c'est le rôle normalement du rédacteur en chef. Là, ce rédacteur en chef, c'est un algorithme, c'est-à-dire une suite d'instructions numériques qui va déterminer, en fonction de certains critères, quels résultats sortent en premier, quels résultats sortent par la suite. Une enquête réalisée en 2013 montre que la moitié des internautes cliquent sur l'une des 2 premières réponses et que 95,2% cliquent sur les 15 premières réponses. Ce qui signifie concrètement que la diversité, le pluralisme qui existe sur Internet, existe, mais que 95,2% des gens ne vont pas y avoir accès parce qu'ils vont cliquer sur l'une des 15 premières réponses. Et le reste, donc les 5% du trafic, représente cette forme de diversité. Donc il existe une autre forme de concentration éditoriale, mais elle est différente, elle concerne la hiérarchisation de l'information. Alors la solution numérique est un mirage, non seulement parce que quelques grands groupes comme Google sont capables d'organiser l'information de masse, mais aussi parce que cette information est encore plus étroitement imbriquée à son contraire, qui est la publicité. La publicité, c'est quelque chose qui est le moteur, à la fois le moteur, et le moyen et le but sur Internet. Facebook donne de l'information, vous avez sur Facebook un fil d'information avec des articles, mais le but de Facebook, c'est fondamentalement d'être une agence de publicité. D'ailleurs, si vous allez sur la régie publicitaire de Facebook, sur la page qui est tout à fait accessible, vous découvrirez que cette régie se flatte, je la cite, de distribuer les bons messages aux bonnes personnes, aux endroits et aux moments les plus efficaces. Et là, on a aussi un changement, je crois, de modèle par rapport à l'état précédent, là où Coca-Cola, ou TF1, pardon, vendait à Coca-Cola du temps de cerveau disponible, mais en masse, c'est-à-dire une audience massive qui regardait la télévision à un moment donné, eh bien, les géants de la Silicon Valley vendent à leurs annonceurs des cerveaux individuels. C'est plus des cerveaux en masse, c'est des cerveaux individuels triés sur le volet, qui sont non pas seulement disponibles, mais disposés à recevoir ce message au bon moment et au bon endroit. Alors voilà, pour cette raison, je pense que cette idée du bon débarras des médias, allons nous informer en ligne, est quelque chose d'assez dangereux. Un deuxième argument à l'encontre de cette idée, c'est que fondamentalement, la production professionnelle d'articles de presse reste la base à partir de laquelle se produisent un très grand nombre de blogs, de tweets. Les réseaux sociaux transmettent très souvent des articles. Donc les usagers des réseaux sociaux se transmettent des articles, mais ces articles, très régulièrement, sont écrits par des journalistes. Or, comment évolue la base des journalistes? Combien de journalistes sont actifs pour produire de l'information? Il faut voir qu'entre 2003 et 2012, aux États-Unis, donc en une décennie, 2003-2012, les journaux d'information ont supprimé 16 200 emplois, juste aux États-Unis, en 10 ans. Ça, c'est les journaux d'information traditionnels, 16 200 emplois en moins. Et les journaux d'information en ligne, pendant cette même décennie, ont créé 5 000 postes. 16 200 destructions de postes d'un côté, 5 000 créations de postes de l'autre. Le compte n'y est pas. La base productive de l'information se réduit, alors même que cette information est souvent le noyau de base qui va non seulement circuler dans les médias traditionnels, mais qui circule pour susciter des tweets, des commentaires, etc., dans les médias en ligne et en particulier sur les réseaux sociaux. Une fois encore, il n'est pas anecdotique que Facebook alimente l'ensemble de ses usagers ou clients, à partir d'articles de presse qui ont été rédigés très souvent par des journalistes professionnels. Alors, vous me direz, bon, tout ça est bien beau, mais il existe la contre-information.
On peut regarder Acrimed, on peut lire Le Monde diplomatique, bon, on peut se payer de mots. Mais la vérité, c'est que à l'heure actuelle, l'énorme majorité de la population repose encore sur les médias dominants pour son information. Et si le cours des événements actuels persiste, on se dirige vers une situation à deux vitesses, avec une information pauvre pour les pauvres, qui sera faite d'anecdotes, de contenus relativement bâclés, d'insistance sur le people, etc. Et puis une information riche, pour les gens qui ont des moyens de s'acheter les journaux, qui ont du temps de les lire, qui ont les ressources culturelles, scolaires, etc., qui leur permettent de passer du temps pour lire des choses difficiles. Et il me semble que cette situation n'est pas acceptable si l'on considère, et je crois que sur ce point on peut d'emblée tous se mettre d'accord, que l'information est une ressource dont nous avons tous et toutes besoin pour former nos jugements politiques. C'est-à-dire, on peut s'informer mutuellement, comme nous sommes en train de le faire à l'instant, mais il est des sujets, il est des lieux sur lesquels nous ne pouvons pas aller voir nous-mêmes. Nous avons besoin d'une information qui nous permette de forger un point de vue. Exemple, l'étranger, l'information internationale, qui est un sujet qui nous occupe beaucoup au monde diplomatique. Les divers gouvernements français se sont engagés dans 5 interventions militaires depuis 5 ans, dans 5 pays différents. Que savons-nous? Comment sommes-nous informés de la République Centrafrique, de la situation au Mali, de la situation qui existait en Irak, qui existe en Syrie, etc., etc. Nous ne connaissons pas ces sociétés, nous ne connaissons pas les enjeux politiques qui les traversent, mais nous sommes, en quelque sorte, c'est en notre nom que sont menées ces opérations militaires. Or, le peuple français, qui est censé diriger ce pays, élire ses dirigeants, ses représentants, ne dispose pas des informations pour se forger un jugement politique motivé, informé sur ces pays-là. Donc voilà, je pense que l'idée selon laquelle nous pourrions aller sur Internet pour s'informer, là encore, est un peu trompeuse parce que tout le monde ne pourra pas y trouver exactement ces informations motivées, professionnelles. Troisième et dernier argument contre cette idée du bon débarras, c'est évidemment l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette libre communication des pensées et des opinions. C'est un article qui a fait couler beaucoup d'encre, qui donne un droit aux gens, celui d'être informés, mais ce droit n'a jamais été accompagné de moyens concrets. Si bien qu'on se trouve en France et dans beaucoup d'autres pays dans une situation assez paradoxale, qui est la suivante. D'un côté, des grands journaux produisent une information de qualité dégradée, et de l'autre, des centaines d'équipes produisent une information dite alternative, avec des petits journaux, des radios, des sites d'information. Vous avez en France des centaines de titres qui sont animés par des équipes traversés par un souffle éditorial, un projet intellectuel, qui ont quelque chose à dire, mais qui n'ont pas les moyens de le dire. Et nous sommes un certain nombre ici à avoir travaillé dans ce qu'on appelle la presse alternative, qui est toujours traversée par cette même contradiction, être animé, avoir quelque chose à dire, avoir un souffle éditorial, et au bout de très peu de temps, n'ayant pas les moyens de donner, de concrétiser ce souffle, devant s'épuiser pour l'administration de ces journaux, pour les imprimer, pour maintenir le site internet, etc., etc. Donc ce projet que je vais maintenant vous présenter n'a pas pour première vocation de soutenir la presse telle qu'elle existe, même si ce serait, à mon avis, son effet. Il a surtout pour vocation de raviver ce souffle éditorial qu'on a pu trouver à certaines époques historiques, en France et ailleurs, notamment à la Libération, qui donnait à des gens qui ont envie de dire quelque chose, les moyens de le dire et de l'exprimer, c'est-à-dire donner aussi à l'ensemble de la population un moyen d'accéder à une information variée et réellement pluraliste. Alors voilà, j'en viens directement au modèle. C'est assez simple, sur quelle base on peut reconstruire un modèle d'information, c'est-à-dire une économie de la presse, qui fonctionnerait, et là je le dis tout de suite, indifféremment pour la presse en ligne et pour la presse imprimée.
Je m'occupe là uniquement des journaux. On pourra discuter ensuite de son extension à d'autres formes de médias. Et ce modèle n'aurait, au fond, qu'un cahier des charges très simple. C'est comment soustraire l'information à deux types de pressions, qui sont maintenant identifiées depuis un siècle et demi comme les deux principales pressions pesant sur la qualité de l'information, qui sont 1. La censure d'État, et 2. Les pressions du marché. C'est un cahier des charges relativement simple. Alors ce projet il repose sur 3 points que je vais vous présenter brièvement. Vous pourrez en trouver les détails, l'article est en ligne dans le monde diplomatique sur le site. Le premier point consiste à séparer de manière assez radicale la presse d'intérêt général, et puis de l'autre côté, la presse récréative, la presse de loisirs, la presse spécialisée. C'est une distinction qui peut paraître technique ou superficielle, elle ne l'est pas. C'est une distinction qui a été opérée dès la Révolution française, entre d'un côté une presse qui devait recevoir l'aide de la collectivité, parce qu'elle devait nourrir le débat public, aider, comme on l'a dit à l'instant, les citoyens à se forger leur propre opinion. Actuellement, cette aide de la collectivité à la presse prend la forme des aides d'État à la presse. C'est quelque chose qui est souvent peu connu. Vous savez que la presse repose sur 3 piliers actuellement, hein, les ventes en kiosque ou par abonnement, qui sont en train de couler, de s'effondrer. La publicité, on en a parlé à l'instant, qui a tendance à fuir sur Internet. Et puis les aides à la presse. Les aides à la presse, c'est massif. Les journaux en parlent peu, évidemment, mais c'est massif. La Cour des comptes, dans son rapport 2013, a estimé que chaque année, l'État verse 1,6 milliard d'euros à la presse. 1,6 milliard d'euros, c'est un chiffre qui ne dit rien, mais ça fait 17% du chiffre d'affaires total de la presse. Et si on prend uniquement la presse d'information générale et politique, c'est-à-dire les quotidiens nationaux, régionaux et les hebdomadaires, etc., on se retrouve à 20%. 20% du chiffre d'affaires de l'ensemble de la presse d'intérêt général et politique est financé directement par l'État, directement ou indirectement. Nous sommes à l'heure actuelle dans une situation de presse qui est semi-administrée. Alors évidemment, il faut pas, vous ne lirez pas cette information dans Le Point, par exemple, où François-Olivier Gisbert va multiplier les manchettes sur les assistés, sur la France des tirs au flanc, sur la France des enfants gâtés. Il y avait une couverture qui disait « Rendez l'argent », une couverture du Point. Évidemment, l'argent à rendre n'est pas celle des aides à la presse, c'était celle des intermittents du spectacle. Alors, en théorie, donc, ces aides à la presse ont été conçues, et je cite là la loi du 22 juillet 1796, donc vous voyez, ça date pas d'hier, pour encourager la libre communication des pensées entre les citoyens de la République. Ça, c'est la théorie. En pratique, à l'heure actuelle, on trouve 4726 publications en France, en 2012. 4726 publications, et à peine plus de 500 répondent à la qualification de presse d'information politique et générale. Mais toutes, les 4726, touchent des aides de l'État. Si bien qu'on arrive à des situations parfois un peu farfelues, dans lesquelles le journal de Mickey ou Télé 16 jours touche davantage d'aides de la collectivité que le monde diplomatique. Même si la contribution du journal de Mickey à la densité du débat public n'a pas été scientifiquement établie, comme Mathias l'a fait à l'instant avec les experts économiques. Alors vous me direz, ça n'est pas évident de tracer une démarcation nette entre d'un côté une presse qui serait d'intérêt général et puis de l'autre côté une presse qui serait récréative, professionnelle, etc. Il faut voir que la presse professionnelle, vous avez on l'a vu, des milliers de titres, vous avez 200 ou 300 journaux uniquement consacrés au management ou au marketing qui touchent des aides publiques pour l'évolution du débat public. Alors comment tracer une ligne entre une presse d'intérêt général et puis une presse qui serait en quelque sorte d'une autre nature? On ne peut pas uniquement imaginer qu'un comité va trier la presse d'intérêt général et puis la presse récréative, parce qu'il serait suspect naturellement de parti pris politique. Donc une solution consiste à s'adosser à des critères objectifs. La presse d'intérêt général serait définie comme telle, si d'un côté le bon sens le suggère, le journal de Mickey, bon, c'est intéressant, mais on voit bien que ce n'est pas d'intérêt général, en tout cas pour ce qui concerne le débat public, mais on peut s'appuyer sur des critères objectifs qui, d'une certaine manière, traceraient d'eux-mêmes la démarcation.
Premier critère, la non-lucrativité. Une entreprise de presse ne peut pas être qualifiée d'intérêt général si elle verse des dividendes à son actionnaire. Donc, pas de dividendes aux actionnaires, la non-lucrativité. La deuxième contrainte qui pourrait permettre de définir une presse d'intérêt général, ce serait la non-concentration. On ne peut pas, on ne pourrait pas posséder un groupe de presse. À l'heure actuelle, vous avez un groupe qui s'appelle EBRA, dans le sud-est, dans la façade est de la France, qui possède près un peu plus de 10 quotidiens. Bon, là, l'idée serait que une équipe animée d'un souffle éditorial puisse éventuellement contrôler un quotidien, un hebdomadaire, un mensuel, parce que lorsqu'on est animé d'un projet intellectuel, on peut imaginer que ce projet peut se décliner dans différents styles journalistiques, et le style d'un quotidien, le genre journalistique d'un quotidien peut être différent de celui d'un mensuel, mais ne pas posséder plusieurs mensuels, plusieurs hebdomadaires ou plusieurs quotidiens. Donc premièrement, non-lucrativité, deuxièmement, absence de concentration, et troisièmement, vous l'avez peut-être deviné, absence de publicité. La publicité qui est un chancre dans la presse, comme l'a suggéré Mathias tout à l'heure. Dès lors, et c'est la fin de ce premier pilier de ce projet, dès lors, le paysage de la presse serait divisé en deux parties. D'un côté, des titres en ligne ou imprimés qui participeraient à l'intérêt général, qui seraient d'intérêt général, et de l'autre, une presse qui a sa dignité également, mais qui serait consacrée à d'autres buts comme professionnels, récréatifs, et qui fonctionnerait par et pour le marché, et qui d'ailleurs bénéficierait du report de la publicité qui serait supprimée dans la presse d'intérêt général. Alors, comment la collectivité peut-elle aider une presse d'intérêt général? À l'heure actuelle, ça passe par les aides à la presse. L'idée de ce projet est tout à fait différente. Elle est de mutualiser les infrastructures. C'est-à-dire de partager entre tous les titres d'intérêt général ce qu'il faut pour faire un journal ou un site d'information en ligne. Quand on pense à un journal, et je pense que c'est un biais de l'usager de la presse, on pense souvent aux journalistes écrivants, aux journalistes qui ont écrit l'article. Mais un journal, ça n'est pas uniquement une équipe de journalistes. Un journal, c'est aussi des maquettistes, des correcteurs, des administratifs, des gens qui fabriquent le journal, des fabricants, des photograveurs. Vous avez dans le monde du journalisme une très grande variété de métiers qui sont aujourd'hui en train d'être liquidés, purement et simplement. Il y a de moins en moins de correcteurs, de secrétaires de rédaction, des gens qui réécrivent les articles. Vous avez de moins en moins de maquettistes. Dans un très grand nombre de publications à l'heure actuelle, les journalistes doivent écrire dans un cadre, c'est une maquette électronique, un cadre, et puis lorsque le curseur arrive en bas à droite, eh bien, l'article s'arrête parce que le cadre est une maquette précontrainte, comme du béton précontraint, et le journaliste doit s'arrêter d'écrire, parce que cette fonction-là a été automatisée. Bref, vous avez dans le journalisme un très grand nombre de professions. Et l'idée de ce service, c'est de réunir tous ces métiers du journalisme sous une ombrelle administrative commune. Vous auriez un service commun qui fournirait aux entreprises de presse des locaux, des serveurs, des outils de stockage numérique, des outils de développement, mais également des services administratifs, des services comptables, des services juridiques, des services commerciaux, sans lesquels aucun journal ne peut vivre. Tout ça paraît peut-être un peu technique, mais il faut bien se rendre compte que le journalisme est, comme la plupart des professions de la culture, de l'art, de la communication, un monde dans lequel l'enjeu interne est de se faire un nom. Ce qui induit d'ailleurs une démarche assez individualiste, où les journalistes signent leurs articles. Les autres travailleurs de la presse ne signent pas. Mais sans eux, le journal n'existe pas. Sans eux, le site internet est illisible. Et il faut comprendre que sans ces métiers de la presse, sans ces travailleurs invisibles de la presse, un journal ou un site internet n'est qu'un long fleuve gris de signes typographiques que nous n'avons pas envie de lire. Un journal doit être désirable, un site internet doit être joli à voir, agréable à regarder, et ces qualités-là sont en train de disparaître pour des raisons de pression publicitaire. Il suffit de voir le nombre de fautes d'orthographe qu'on trouve dans la presse à l'heure actuelle, du fait du licenciement ou de la suppression des postes des correcteurs. Bref, l'idée de ce projet consiste à créer un service commun qui fournirait aux équipes rédactionnelles les moyens de leur ambition intellectuelle. Nous avons, par exemple ici, le projet de créer un journal. Eh bien, nous
nous mettrions d'accord sur la ligne rédactionnelle, une équipe de journalistes pourrait travailler, et ce service commun lui fournirait les moyens et puis une équipe. Alors ça ne veut pas dire mettre l'ensemble des gens qui travaillent dans la presse dans un grand hangar avec un service commun. Vous avez à l'heure actuelle en France une institution qui s'appelle le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, qui fonctionne exactement de la même manière, où vous avez une administration générale qui paye les chercheurs, et les chercheurs travaillent dans des laboratoires de manière séparée, ils travaillent ensemble. Et l'idée de ce projet est un peu calquée sur ce mode d'organisation. Vous auriez des équipes rédactionnelles dont une partie serait directement financée, la partie technique, par ce service commun de la presse. Et ce service, il intégrerait l'ensemble de la filière. Il engloberait notamment les agences de presse, qui sont l'un des principaux fournisseurs d'informations brutes de la presse française à l'heure actuelle. Il prendrait en charge le salaire des kiosquiers. Il financerait l'ensemble des métiers dont on vient de parler, correcteur, secrétaire de rédaction, maquettiste, etc. etc. J'ajoute une chose, parce que c'est quelque chose de peu connu lorsqu'on est usager de la presse. Vous savez que lorsque l'on est abonné à un journal, les données d'abonnement ne sont pas directement traitées par l'entreprise de presse. Les données d'abonnement sont envoyées à un prestataire extérieur qui détient, sur les usagers de la presse, un nombre très important d'informations sensibles. Votre nom, votre identité, également votre numéro de carte bleue, également le nom du titre auquel vous êtes abonné, qui peut être une orientation politique. Donc ces informations personnelles sont détenues à l'heure actuelle, la plupart du temps, par des prestataires extérieurs dont le destin économique n'est pas du tout prévu d'avance. Ces prestataires pourraient être vendus à des groupes et ces données échapper au contrôle de l'éditeur. L'un des intérêts du service commun d'information serait aussi d'avoir une base d'abonnés sécurisée où les données personnelles de chacun soient à l'abri de la prédation industrielle et ne puissent pas échapper aux journaux qui les ont recueillis. Alors vous me direz, bon, tout ça est bien joli, mais comment est-ce qu'on finance ça? Et là, c'est peut-être l'idée centrale de ce projet. Il s'agirait de déplacer le centre de gravité du financement de la presse. À l'heure actuelle, on l'a vu, la presse repose sur 3 sources de financement, les ventes et les abonnements d'un côté, la publicité de l'autre, et puis les aides à la presse. Là, d'après ce qu'on vient de dire, s'il n'y a plus d'aide à la presse et s'il n'y a plus de publicité, on a un problème, puisqu'il ne resterait plus comme source de financement que les ventes et les abonnements. Alors comment remplacer les 2 autres sources qui disparaissent? Eh bien l'idée, c'est de les remplacer par une cotisation. Vous allez me dire, une cotisation, pourquoi une cotisation? La cotisation en France, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est une espèce de trésor méconnu. La cotisation, c'est un mode de financement qui fait fonctionner sans interruption depuis 70 ans les retraites, qui fait fonctionner la sécurité sociale depuis 70 ans, et qui, depuis la libération, permet de financer des services communs, des services d'intérêt généraux. La cotisation a 2 avantages par rapport à la question qui nous occupe. D'abord, la cotisation, ça n'est pas dépendant de l'État. La cotisation, elle est perçue sur les richesses produites, sur les salaires, et elle va ensuite dans des caisses, la caisse de retraite, la caisse de sécurité sociale, etc., etc. Elle ne passe pas par Bercy, elle ne passe pas par le ministère des Finances. Ce n'est pas l'État qui en contrôle l'allocation. Entre 1945 et 1960, lorsque la sécurité sociale en France a commencé à prendre son envol, les caisses de sécurité sociale étaient dirigées à 3/4 par des salariés, par des syndicalistes salariés, et à 1/4 par le patronat. 3/4, 1/4, c'était un rapport de force assez intéressant parce que l'énorme volume d'argent socialisé par la cotisation étaient gérés par les travailleurs eux-mêmes. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. À l'heure actuelle, un tiers du produit intérieur brut, un tiers de la richesse créée chaque année en France passe par la cotisation. Vous avez à peu près 700 milliards d'euros chaque année qui passent en cotisation. Et à partir des années 60, les caisses de cotisation ont été gérées de manière paritaire, c'est-à-dire la moitié de patronat, la moitié syndicat. L'idée là est de revenir à l'esprit de base, 3/4 salariés, 1/4 patronat. Donc premier avantage de la cotisation, elle ne passe pas par l'État. Elle coupe ce cordon ombilical malsain qui relie la presse et le gouvernement. Le deuxième avantage, c'est que, vous le savez, la cotisation, ce n'est pas un capital. La cotisation, ça n'est pas le marché, puisqu'on socialise
une richesse, elle passe dans les caisses et ça échappe au marché. Elle ne circule pas, elle ne se reproduit pas, ça n'est pas un capital. L'essentiel du système hospitalo-universitaire français a été fondé à partir de la cotisation sociale. C'est un modèle extrêmement puissant et c'est un modèle que les éditorialistes s'emploient à démolir avec une énorme application. On ne parle même plus dans les médias de cotisation sociale, les journalistes parlent de charges. Les charges, quelque chose qui pèse, qui est susceptible de nous écraser et qu'il faut évidemment alléger. Et ce vocabulaire, cette offensive idéologique qui a été dirigée sur la cotisation n'est pas due évidemment au hasard. C'est un mode de financement à l'origine qui a favorisé l'autogestion, cette cotisation, et je crois qu'elle s'applique extrêmement bien à tout ce qui concerne l'intérêt général. Je crois, sur le plan intellectuel, elle nous offre le moyen de dépasser cette contradiction qui existe depuis des décennies entre l'État et le marché. À chaque fois que la presse a essayé d'échapper au marché, elle s'est rapprochée de l'État, et à chaque fois que la presse a essayé d'échapper de la contrainte étatique, elle s'est rapprochée du marché. Et à chaque fois, ces deux contraintes pesaient sur elle de manière délétère. Voilà, ce mode de financement par une cotisation information permettrait d'échapper à ces deux contraintes à la fois. Alors, nous avons réalisé une modélisation dans le monde diplomatique. Combien est-ce que ça coûterait, tout ça vous en trouverez les détails, je ne vais pas m'étendre, mais le résultat est qu'il faudrait, pour mettre en place ce système, en comptant 510 journaux, on peut imaginer moins, plus, etc., 510 journaux ou sites internet, 1,9 milliard d'euros. 1,9 milliard d'euros, ce serait le montant de la collecte de cette cotisation. Ça peut paraître un chiffre abstrait, mais il faut le mettre en rapport avec le 1,6 milliard d'euros qui est actuellement versé par l'État sous forme d'aide à la presse. Donc la différence entre le système actuel et le système proposé est de 300 millions d'euros. C'est une somme qui peut paraître importante. C'est une somme qui correspond à un tiers à peine de la rallonge budgétaire que l'État français a accordée à l'avionneur Dassault pour moderniser le chasseur-bombardier Rafale, celui qu'on voit très souvent à la une du Figaro, détenu par Dassault à l'heure actuelle, puisqu'il est en opération en Irak et en Syrie. Donc c'est une somme importante, mais de toute évidence accessible aux moyens de la collectivité, puisqu'elle a été débloquée sans coup férir il y a un an par le gouvernement. Alors voilà, je vous propose de discuter ce projet. Il ne règle pas évidemment tous les problèmes. L'idée, ça n'est pas... Les problèmes de la presse reposent aussi sur la formation des journalistes, Mathias l'a dit, sur le recrutement social des journalistes, sur les formats imposés qui sont courts, qui sont longs sur la publicité. L'ambition de ce projet, c'est uniquement de lever ces deux contraintes qui sont la pression politique de l'État et la pression économique du marché. Pour une différence de structure qui serait importante, mais au fond, pour un prix revient une différence de coût qui serait assez marginale. 300 millions d'euros, ce serait le prix de cette information libre, ou en tout cas libérée de la pesanteur de l'État et de celle du marché. Alors évidemment, ça appelle une critique, ça appelle un certain nombre de remarques négatives ou positives. À l'heure actuelle, on l'a présenté à un certain nombre de députés, de parlementaires en France, à des syndicats de journalistes qui ont eu des appréciations un peu différentes. La CGT y est extrêmement favorable, à des partis politiques. Voilà, j'aimerais avoir votre avis.